Salut tout le monde, c'est Alexis, le cofondateur de Contournement. Vous êtes bien sur notre podcast pour parler des technologies no-code. Mais cette semaine, je vais pas faire d'intro et je vais vous laisser tout de suite avec l'épisode parce que c'est un invité un petit peu spécial et un intervieweur un petit peu spécial. Je vous laisse découvrir ça tout de suite. Hello tout le monde, c'est Stanislas Verjus et cette semaine, je prends les commandes, ou devrais-je dire, je co-anime ce 57e épisode du podcast de Contournement sur les technologies no-code. Avant de commencer, et parce que je trouve qu'on ne prend pas assez de temps de le faire, je vous invite à sortir votre téléphone et à dire je t'aime à la personne que vous souhaitez. Alexis n'a pas relu mon texte d'intro, alors je suis un peu en freestyle. Bon, je vais même moi en envoyer un. C'est bon pour vous ? Alors, vous vous demandez pourquoi c'est ma voix que vous entendez, je vais tout vous expliquer. Alexis m'a proposé de prendre la direction, le lead, la co-animation de cet épisode et de m'adonner à la complexe tâche d'intervieweur. Surtout, j'ai la lourde responsabilité de faire aussi bien que lui, et ça va être très complexe. Qu'on soit d'accord, le podcast de Contournement, c'est quand même le meilleur podcast sur le no-code. Donc promis, je vais tenter de faire aussi bien, donc soyez sympathiques, s'il vous plaît. Enfin bref, maintenant passons aux choses sérieuses. Cette semaine, j'ai la chance, on a la chance, vous avez, chers auditeurs et auditrices, l'honneur d'écouter, et moi j'ai l'honneur de recevoir The Star of No-Code. Dans le milieu, on l'appelle le parrain no-codien. Chaque no-codeur et no-codeuse possède une photo de lui dans son portefeuille, on brûle de l'encens pour lui, et je parle évidemment de monsieur Erwan Kezar, diplômé du CELSA, cofondateur de Simple.co et surtout cofondateur de Contournement, leader de la formation no-code. Erwan, bonjour, comment ça va ? Ça va très bien. Et évidemment, et parce qu'il co-anime avec moi, nous avons monsieur Korolenko. Alexis, comment vas-tu ? Ça va très bien, après une intro comme ça, c'est pas habituel. Hein. Je sais, j'essaie de faire un peu... C'est déstabilisant. C'est ça. Ouais. Je suis un peu désolé pour les auditeurs et les auditrices pour cette intro, je me suis un bien, peu lâché. il faut bousculer un peu les choses. Ouais. Alors, Erwan, si on refait un peu ton parcours et pour le plaisir de te découvrir, redécouvrir, tu grandis à Périgueux. Et alors que tu voulais arrêter les études pour aider tes parents à travailler, c'est ton prof d'allemand qui te motive, ou pour te citer, te prend en otage pour que tu fasses une prépa. Donc tu fais une classe préparatoire littéraire, et à l'époque, tu n'étais pas très fan des technologies. Donc pour continuer à te citer, quand j'étais étudiant, c'était le début des smartphones, les autres y passaient tout leur temps. Moi, j'en avais pas, c'était trop cher, ce n'était pas la vraie vie. Et la première question qui m'intéresse, et comme ça on pourra apprendre à te connaître un peu sur, on va dire, dans l'ordre chronologique, il était comment le Erwan Kezar quand il était jeune ? Dis donc, t'es pire que Thierry Ardisson, t'es bien renseigné. Même moi, j'apprends des choses. Alors, il y a quand même des approximations parce que le petit Erwan Kezar, quand il était très jeune, quand il était petit, il était qu'avec sa maman, pas avec ses parents. Et c'est notamment pour ça qu'il a fallu à un moment, il se pose pas mal de questions pour faire rentrer des sous à la maison et tout ça. Et j'aimerais bien remonter même tout petit parce que quand j'avais 6-7 ans, je traînais pas mal dans la rue et c'était une rue de ville moyenne. C'était, comme je dis souvent, un mélange entre Jacques Tati et des rues un peu plus réalistes, on va dire. Mais voilà, on traînait avec mes copains, on faisait plein de petits projets entrepreneuriaux, pour ainsi dire. On allait se proposer nos services aux commerçants. Je même été impresario d'un artiste SDF de rue qui savait pas écrire ses panneaux et on faisait des petits spectacles, mais c'était à la fin, il louait de la sono, il avait un costume de Père Noël, enfin, il avait toujours la barbe de travers et tout, mais c'était assez comique. Mais voilà, enfin, ce que je veux dire, c'est que très jeune, j'ai eu le goût de monter des projets, mais aussi le goût de la lecture, le goût de l'apprentissage. Ma mère a vraiment réussi à m'enseigner l'autodidaxie, pour ainsi dire. À un moment, il y a un maxi-livre qui a ouvert, c'était 10 francs le livre. J'en ai bouffé la moitié avec ce que je gagnais. Enfin, la moitié des livres avec la moitié de ce que je gagnais. J'en gardais pour d'autres choses quand même. Et du coup, tout ça pour dire qu'en effet, quand la prof d'allemand qui m'a pris en otage quand j'étais en première ou en terminale et qui m'a dit fais une classe prépa parce que les classes prépa, ça pourra t'amener loin, tu pourras apprendre plein de choses et en plus tu pourras toucher les bourses en restant à Périgueux et aider ta maman avec, et ça m'a convaincu. Donc c'est pas forcément que pour les bonnes raisons que j'ai fait ça, mais tout ça pour dire le petit Erwan Kezar jeune, il avait pas forcément de l'ambition, mais il avait pas forcément des rêves non plus. Par contre, il avait vraiment envie d'apprendre, de faire des choses. Et très jeune, il avait constaté que entre quelque chose de très concret, de très terre à terre à faire, mais qui peut créer de la valeur ajoutée, de la proposition de valeur, il y avait souvent qu'un pas. Et là, je parle pas de monter des grandes entreprises très ambitieuses. Je parle de voir une personne qui fait des roulades au milieu d'une place en faisant des feux qui font même pas 5 mètres de haut et en sautant par-dessus, en disant que c'est des cascades. Et aider ce monsieur-là et puis l'aider à faire plein de sous. C'était vraiment l'une de mes premières expériences. Je rappelle cet artiste de rue quand j'étais gosse parce que ça m'avait vraiment marqué. Et je voyais que avec pas grand-chose, avec 3 bouts de ficelle, on était allé hyper loin.
C'est devenu un phénomène dans Périgueux. Oula, une perquisition. Ça va bouleverser Stade. C'est un cahier qui est tombé parce que je voulais prendre des notes en même temps. Et du coup, il n'avait pas de rêve, Erwan. Erwan Petit, il n'avait pas de rêve, d'envie de faire, je sais pas. C'était somme toute assez classique. Parfois, quand on me demande ce que je voulais faire au lycée, je disais journaliste. Pourquoi? Pour voyager, parce que j'aimais bien écrire, j'aimais bien lire, j'aimais bien parler avec les gens. J'aimais beaucoup voyager. Dès que j'ai eu le pouce assez long, à 14-15 ans, je partais en stop, quitte à dormir ou dans la forêt ou n'importe où dans des stades. Enfin, vraiment, j'avais vraiment ce goût enfin, cet appel, on va dire, d'aller voir ailleurs et, et de pas forcément me soucier des moyens, quoi. C'était vraiment les fins qui m'intéressaient. Et quand, enfin, franchement, ouais, en première terminale, j'hésitais à aller faire des saisons, prendre un camion, faire du bâtiment et tout, sachant que ça, j'en avais fait un peu plus tôt. Enfin, j'ai travaillé très jeune aussi. Euh, et, et du coup, je me projetais pas forcément. Si on m'avait dit que je deviendrais entrepreneur dans un domaine numérique, informatique ou solidaire ou formatif, franchement, si. En fait, quand je dis la formation, je m'en serais douté parce que j'ai adoré très jeune enseigner des choses aux gens autour de moi. Et, et par contre, tout ce qui est solidaire, ça m'a toujours touché à la base. Même c'était plutôt les causes environnementales et animales qui me touchaient quand j'étais gosse. Mais très jeune, voilà, même dans ma famille, voilà, on serre les coudes. Enfin voilà, il y a une culture quand même de ça. Et, et voilà, mais franchement, non, j'avais pas vraiment de rêve, quoi. Ok. Sincèrement. Et du coup, la classe prépa, quand tu es rentré, il y a des choses que tu as appris là-bas qui te servent encore aujourd'hui. Ça t'a amené une rigueur ou c'était la culture générale sur des. Du coup, l'hypocagne, du coup, parce que tu avais cagne et hypocagne. Franchement, la classe prépa, ça m'a pas mal apporté en termes de capacité à encaisser du travail et tout, mais je l'ai pas fait très rigoureusement. Par contre, ça m'a permis d'économiser des sous aussi parce que j'étais boursier échelon 5 tout en étant voilà, à Périgueux. Ça m'a permis de financer une partie de mes études par la suite. Mais sincèrement, je, ça, je saurais pas trop dire ce que ça m'a apporté. C'est assez loin. Je sais que j'ai apprécié, mais dans ma vie professionnelle, ça m'a pas forcément apporté énormément, je pense. Enfin, si quand même le fait de devoir beaucoup écrire, ça, je pense que ça m'a permis de muscler une compétence rédactionnelle euh, davantage que si j'avais pas fait de prépa, à articuler des idées. Après, tout ce que j'ai appris en géo, en histoire, non, ça m'a donné une culture G, mais c'est pas des choses dont je me suis fondamentalement servi par la suite. L'anglais, ça m'a beaucoup servi. Si, quand même, je suis obligé de big upper Daniel Truongloy, qui a été un prof qui m'a beaucoup aidé à l'époque, qui a eu un parcours assez impressionnant aussi, parce enfin, voilà, il était réfugié quand il était enfant et il est allé très loin dans les études et aujourd'hui il est prof. Et lui, pour le coup, il nous donnait pas mal de cours, même des cours en dehors des cours, pour nous former. Parce qu'en prépa, en fait, tu es formé pour aller vers des écoles normatives, comme on dit, c'est-à-dire l'école normale supérieure, éventuellement HEC s'il te propose des trucs économiques, enfin des grandes écoles. Et lui disait, je vais vous enseigner des choses plus de l'ordre des sciences humaines, de l'ordre des sciences sociales, de l'ordre de ce qu'on pourrait apprendre à Sciences Po, par exemple, et de l'ordre de la philosophie politique et tout. Et ça, par contre, dans mon quotidien, ça me sert encore énormément. Pourquoi? Parce que au-delà d'être quelqu'un qui aime pratiquer, d'être un artisan, d'être quelqu'un qui aime enseigner, d'être quelqu'un qui aime les choses terre à terre et prosaïques, c'est sûr que comprendre comment ces technologies-là, comment ces usages-là et tout impactent notre société, que ce soit économiquement, politiquement, socialement, enfin, c'est quelque chose qui nous intéresse. Dans la newsletter, je pense que ça se ressent et dans les posts LinkedIn aussi. C'est-à-dire que voilà, ça, on va dire, ces sciences et cette littérature appliquée, ça, c'est des choses qui m'ont été apportées par ce prof-là à cette époque. Et du coup, à la suite de la classe prépa, du coup, tu fais une licence de sociaux, enfin une licence de sociologie, pardon. Et ensuite, tu intègres le CELSA, donc l'école publique. Oui, j'essaye de pas du coup de garder les mots entiers. Et ensuite, tu intègres le CELSA, du coup une école de publique de communication. Pourquoi CELSA? Le CELSA, déjà parce que cette année en sociaux, en fait, j'étais un peu un cobaye pour voir si quelqu'un qui avait fait une prépa littéraire pouvait faire une troisième année de sociaux sans en avoir fait au préalable. À Limoges, et en fait, j'ai passé un an aux Beaux-Arts chez le pote qui m'hébergeait. Big up à Julien Mercier. Et du coup, en fait, j'ai passé un an aux Beaux-Arts, donc avec à faire notamment un peu officieusement des arts appliqués, mais quand même aussi beaucoup dans les cours de sociaux qui m'intéressaient. Et en fait, là, sincèrement,
je savais pas quel, concours tenter. Par contre, oui, la prépa aux grandes écoles, la prépa, ça m'a servi à me faire me dire: «Bon, tu peux accéder quand même à ce qu'on appelle les grandes écoles, on verra ce que ça donne», mais moi, comme on disait dans ma famille, «Tu le neveu à Chirac, tu le fils à Fabius». Non, et ben tente pas les grandes écoles, tu as mieux à faire. Là, pour le coup, ça m'a un peu motivé et ça m'a dit: «Allez, va plus loin». Et pour le coup, c'est pour ça qu'en étant socio, j'avais encore la motivation pour aller faire une grande école. Et pour le coup, le CELSA, c'est une amie qui m'en a parlé. Elle m'a dit, «C'est une école publique. C'est 4 € par an quand tu es boursier, soit le prix d'un grec sans frites», comme je dis souvent aux jeunes à qui je donne des conseils d'orientation. Et du coup, je sais pas, le CELSA à la base, quand, ça s'est créé sous De Gaulle, ça voulait dire Centre des études littéraires et scientifiques appliquées. Justement, le côté littéraire et scientifique appliqué, sciences humaines, tout ce dont je parlais, ça me parlait vraiment. Je savais qu'il y avait des stages professionnalisants à la fin de chaque année, qu'il y avait quand même une dimension recherche, mémoire et tout. Donc je me suis dit, voilà, ça me parle. Bien que le jour où je suis arrivé à l'oral, euh, quand ils m'ont demandé pourquoi vous voulez faire de la communication, je dis non, mais moi ce que je veux faire c'est le journalisme. Ils m'ont dit oui, mais non, vous n'êtes pas à la bonne place. Et je leur ai dit oui, mais c'est la filière médiatisation. Et qu'est-ce que la médiatisation, si ce n'est la mélange entre le journalisme et la communication? Ils se sont dit, oh là, lui, il est filou. Et puis, j'ai pas, ils m'ont accepté. Et je savais pas exactement ce que j'allais y faire, mais je savais que le contenu allait me plaire. Mais ça a été un tournant décisif aussi, je pense, enfin, si je peux parler à ta place dans ta vie, parce que c'est à ce moment et au CELSA que tu rencontres du coup une personne qui va t'accompagner pendant un bout de temps après ta sortie du CELSA, qui est Andrei Vladescu-Holt. Tu te souviens Ouais. des premiers échanges que tu as eus? Ouais, je sais plus, mais il devait être un peu flou les premiers échanges, je pense, parce que au CELSA, il y avait pas mal quand même d'animations hors scolaire, on va dire, improvisées. Et non, avec André, ben ouais, je me souviens surtout qu'il était assez impressionnant. Ce qui m'impressionnait, c'était son autodidaxie sur plein de choses. Il était passionné, extrêmement curieux d'énormément de choses, et on se retrouvait là-dessus, que ce soit pour apprendre des savoirs d'ordre classique, on va dire, d'ordre culture G traditionnel, mais aussi le mettre en perspective ça avec des savoirs, on va dire, d'ordre plus pointu, plus alternatif, tout ça. Et lui avait cette culture web que moi, je n'avais absolument pas. Je me considérais, même je me revendiquais luddite à l'époque. Les luddites, c'était un peu ces mouvements anti-technologiques qui détruisaient les machines au 19e siècle pour éviter que ça remplace les ouvriers. Je me revendiquais le technoluddite. Et pour le coup, André, je me souviens que c'était lui qui... Enfin, nous, on était de la génération, en plus, en première année au CELSA, il y avait une ou deux personnes qui avaient un ordi portable. Deuxième année, il y en avait 5, 6. Troisième année, quasiment tout le monde en avait. C'était vraiment le moment où les PC, les portables, les smartphones commençaient à arriver. Tu avais les premières invitations Facebook et tout ça. Et donc les réseaux sociaux aussi, le web 2.0. Et du Une coup... époque que Stan n'a pas connue d'ailleurs. ouais, Cette information est classifiée confidentielle, Tsigorenko. c'est ça. J'arrête après. Et pour le coup, je me souviens que l'une des premières fois où je me suis vraiment intéressé à tout ça, bon, déjà, c'est en lisant sur tout un tas de choses autour des techno-hippies, des cyber-hippies, des cyberpunk et tout. Et André, il m'avait montré Etherpad. Etherpad, qui était un peu l'un des ancêtres de Google Docs, en fait, en temps réel. Donc, en temps réel, et j'étais là, enfin, au début, on avait fait des espèces de trucs. Moi, j'écrivais beaucoup de poésie scandée, slamée, rappée, appelons ça comme on veut, à ce moment-là. Et du coup, on faisait comme une espèce de chat de cadavre exquis. C'était fascinant la première fois qu'on voyait un document instantané comme ça, collaboratif. Aussi, il y avait Delicious, qui était l'un des premiers outils de bookmarking collaboratif, où j'étais là, ah ouais, il y a vraiment des trucs incroyables qui sont en train de se développer. Donc, il m'a un peu montré l'aspect intelligent de tout ça, sachant que moi, j'en voyais surtout le côté désappropriant, dépossédant, c'est-à-dire un peu à l'ancienne, quoi. Enfin, faut se rappeler, avant 18 ans, j'allais dormir dans la forêt pour m'éclater, quoi. Enfin, parce que j'avais envie. Quand il n'y avait pas moyen de voyager, qu'il n'y avait pas le temps, j'étais un peu, voilà, roots, on va dire. Mais je me Mais souviens que du coup, dans une interview, tu le présentes un peu comme enfin pas méchamment du tout, mais comme un peu geek qui aimait bien aller gratter dans les ordinateurs. Et c'est d'ailleurs lui, si je dis pas de bêtises, qui t'a fait découvrir un peu l'univers web et qui t'a peut-être réconcilié, on va dire, avec le web. exactement, il m'a fait voir en fait le côté plutôt empowerant, j'aime pas trop ce mot d'empowerment, empouvoirant, enfin, qui te met en capacité de faire des choses incroyables. C'est lui qui m'a montré la face un peu plus intelligente de tout ce qu'on pouvait faire avec ces machines. Moi, là où je voyais quelque chose de débilitant et de dépossédant. Et à l'issue du CELSA, du coup, avec du coup toujours Andrei, vous lancez Takeative,
il commence à se profiler, on va dire, une envie de créer des sites web, et surtout un business aussi qui commence à se structurer. Vous voyez qu'il y a une demande. À l'époque, tu ne sais pas coder, si je dis pas de bêtises, et c'est Absolument. en travaillant le soir, en regardant des tutos, etc., que tu vas apprendre du coup tout seul avec lui. Enfin, je pense que lui aussi doit te former à faire des sites web, et vous lancez Takeative, où vous commencez à développer des sites web pour des personnes et pour des entreprises. Alors, je sais toujours pas coder, hein. Enfin, si je m'y mets, tu vois, enfin, j'arriverai à faire des choses, mais j'ai jamais été vraiment développeur professionnel. Je, voilà, je peux faire des choses, mais ça n'a jamais été vraiment mon taf. C'est l'occasion de le dire une bonne fois pour toutes, parce que parfois je laisse un peu planer le flou pour faire des raccourcis quand je raconte des histoires, pour que ce soit plus simple à comprendre. Mais non, clairement, Tacative, quand on l'a monté, je me souviens, on s'était retrouvé au McDo de Répu un soir, prendre un café ou enfin un truc, voilà, pour être au chaud et discuter. Et on s'était dit, viens, on monte notre agence web. C'est quand même surtout André qui a eu l'impulsion. Souvent, j'ai souvent des idées de projets, des visions, j'explore. Et puis souvent, c'est pas moi qui donne l'impulsion de la création de la boîte. Là, c'est André qui a donné l'impulsion de Tacative. Simplon, c'était tripartite. Mais quand même, j'avais beaucoup la vision sociale et tout, mais c'est quand même André qui a eu l'espèce de folie pour vraiment nous amener, les cofondateurs, à le monter. Contournement, au final, c'est Alex qui a vraiment créé l'acte de fondation. Et Targo, c'est mon ancienne cofondatrice, Charlotte, qui a déclenché la confondation. Voilà, c'est assez intéressant, ce phénomène-là. Et en tout cas, André, c'est lui qui disait, franchement, il y a moyen de faire plein de choses. Faisons une agence web. Lui, ça faisait un moment qu'en autodidacte, il faisait plein de trucs. Et du coup, bah, quand on s'est lancé, ouais, c'était vraiment de se dire, tout est apprenable en ligne, allons faire des sous. Mais bon, à l'époque, 400 €, une prestat de 400 €, ça nous paraissait un truc incroyable. Mais encore, ça aurait été des outils aussi accessibles que le no-code et aussi puissants que le no-code d'aujourd'hui. Pourquoi pas? Mais nous, on a souffert. On était en 2009, je crois, C'est de la bataille avec le 2010. code. Ah ouais, t'avais pas vraiment de framework vraiment costaud à l'époque. Enfin, il n'y avait pas énormément de morceaux de code abstraits. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment aller chercher des librairies, des morceaux de code tout pétés à droite à gauche. C'était vraiment très complexe à l'époque, hein. Tu te souviens de votre premier projet que vous avez fait, sur lequel vous avez dit c'est le premier client qui vient nous voir et qu'on a signé? Ouais, c'était CNM Print. C'était une agence de print management. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un Ok. secteur qui n'existe plus. Enfin, ou en tout cas, beaucoup moins. En gros, c'était ceux qui faisaient l'interface entre les imprimeries et le client. Et Ok. du coup, ils avaient besoin d'un site web. Et on avait fait un site web avec une animation sur le menu qui faisait ouf, ouf, quand on passait le curseur dessus au survol. Et ça paraissait incroyable d'avoir pu faire ça à l'époque. On était là, waouh! Et puis moi, je partais dans mes analyses. Ouais, on dirait l'eau de Francis Ponge, c'est à la fois liquide et tout. Le client, il en pouvait plus. C'était un super client en plus. Et genre, du coup, on a vendu ça. Et puis après, ils ont limite voulu nous faire une proposition d'intégration, de rachat en quelque sorte de nous, deux auto-entrepreneurs. Donc c'était assez rigolo. Parce qu'à l'époque, c'était vraiment, ouah, le web, c'est l'avenir. Les deux jeunes, ils sont vifs. On va monter une multinationale. Alors que nous, on était au début deux auto-entrepreneurs. Un troisième d'ailleurs, Victor, qui n'était pas toujours là, mais avec qui on travaillait. Et ouais, ça avait été une galère ce projet, mais on avait livré un truc de qualité, quoi. On avait travaillé comme des dingues, mais je tiens à préciser un truc, c'est que déjà, à l'époque, parce que je m'associe pas avec des cons, euh, c'est un compliment détourné à Alexis. Alexis, ouais. Avec Je prends. André, on voulait pas gagner un max de thunes autant que faire se peut. C'est-à-dire, on voulait gagner assez d'argent pour pouvoir en vivre et à côté, se laisser du temps pour apprendre, monter en compétences, réfléchir à trouver une bonne idée, un concept qui nous plaise. Et on trouvait des idées assez dingues, mais qui étaient infaisables techniquement. Et un jour, on a eu l'idée de Simplon. Mais en tout cas, voilà, je tiens à le dire, c'est qu'on n'était pas à la course après la moulaga à tout prix. On était vraiment sur, faire des sous, se former, faire de la qualité, mais aussi garder du temps pour nous. Il y a toujours eu ce truc de garder du temps pour soi pour quand même Ok. progresser, Pour bosser sur des projets à côté. aspirer à plus. Et je dirais, ça fait une bonne transition parce que c'est justement en gardant du temps pour toi que tu entends ou tu découvres un phénomène des sessions qui se font aux États-Unis qui s'appellent les Dev Bootcamp. Ouais. Et c'est en découvrant ça qui te vient une idée, enfin qui vous vient peut-être une idée du coup, avec Andrei et avec un troisième protagoniste qui va arriver dans cette histoire. Et c'est les prémices de ce que vous allez créer en 2013,
Je te laisse, c'est le moment où je te laisse compléter la phrase. C'est ça. En fait, on a eu l'idée pour simplifier, je dis que j'ai eu l'idée de Simplon.co, mais en fait, c'est Andrei et moi-même qui l'avons eu. En fait, c'est Andrei qui a eu encore une fois, l'intuition technique et moi, j'ai vraiment eu l'intuition sociale. C'est-à-dire qu'Andrei, à ce moment-là, il passait son temps sur Hacker News, à lire à tester plein de langages de programmation, de frameworks. À l'époque, tu avais Ruby, donc qui était un langage de programmation qui était fait pour être moins prise de tête, pour le dire comme ça, pour être plus élégant, pour être plus compréhensible par des humains quand tu le lis. Et du coup, Ruby, déjà, ça nous rendait ouf. Et il y avait Rails, le framework qui allait autour. Comme son nom l'indique, c'est des rails, ça te permet d'aller loin, vite, un peu comme beaucoup d'outils no-code. Je dis souvent, c'est comme des rails qui t'amènent loin, qui te contraignent un peu, mais qui t'amènent loin. Et du coup, on découvre ces trucs-là. Et puis, Andrei, plein d'optimisme, me dit, je suis sûr qu'avec un truc comme ça, je peux former un débutant en moins de, je sais plus ce qu'on s'était dit au début. Il était quand même réaliste, hein, il était là en moins d'1 an, ou un truc comme ça. Puis là, on voit qu'il y a les bootcamps qui apparaissent. On se dit, waouh, les mecs, en 6 semaines, ils arrivent à former des gens. Et puis c'était à l'américaine, hyper bien présenté et tout, avec des intérieurs, avec des murs en briques, des gens qui font à moitié du yoga, à moitié des jeux avec des morceaux de bois logiques, et puis à côté, ils codent en étant à moitié allongés par terre. C'était vraiment, waouh, côte ouest. Et du coup, on se lance là-dedans et moi, avec toute l'expérience, on va dire déjà mon expérience personnelle de solidarité relationnelle, etc., et aussi associative, je me disais, mais attends, on peut vraiment prendre des profils qui ont un super potentiel, qui sont pas forcément tech, qui n'ont pas forcément eu de formation à ça, comme nous, et qui peuvent être en autodidaxie accompagnés. C'est-à-dire que nous, on avait vraiment été autodidactes. Là, c'était de former des gens en les encadrant bien et tout. Et c'est là qu'est née l'idée de Simplon. On s'est dit, on va identifier des gens qui n'ont pas forcément de diplôme, qui sont principalement des gens en situation précaire et tout, parce qu'il y avait quand même ce truc de, nous à la base, on n'était pas encore, enfin, on était, j'allais dire des ex-pauvres, mais on était toujours pauvres à ce moment-là. Mais du coup, il y avait vraiment cette volonté de donner des moyens, des compétences, des savoirs, des savoir-faire pour permettre à des gens qui ont de la motivation et qui peuvent apprendre d'améliorer leurs conditions économiques et sociales, quoi, et professionnelles. Et donc c'est en 2013 que vous lancez Simplon.co. Ça va très vite. Vous avez, je crois, en 4 mois, vous avez des logos que vous inaugurez. Tu étais très fier dans tous les articles que j'ai pu lire de toi. Les photos étaient intéressantes et tu avais l'air très speed. Tous les articles commencent sur la même manière. C'est la phrase qui on en a pour longtemps, combien de temps ça va durer. Et on voyait que tu étais content d'être là-bas et que tu discutais un peu avec tout le monde. Si tu devais résumer l'aventure Simplon, peut-être Simplon en une phrase, ce serait quoi? Une entreprise sociable et suicidaire, comme je disais souvent à l'époque. Une entreprise sociale et solidaire, mais aussi sociable et suicidaire. Et d'ailleurs, faut quand même que je dise quelque chose, c'est qu'on a eu l'idée avec Andrei en 2012 et on l'a cofondé en 2013 avec Victor, qui était pas toujours, on va dire, enfin, qui était plus à mi-temps sur le projet, mais avec Frédéric Bardot aussi. Un ancien professeur du CELSA, c'est pas de bêtises. C'est ça, c'était un intervenant professionnel au CELSA qu'on avait bien apprécié, qui était devenu notre client après, sous Tacative. En fait, c'était l'une de nos premières prestations d'optimisation de la productivité, un peu comme ce qu'on adore faire chez Contournement. Surtout c'est un bon conseil. Si vous vous formez, n'hésitez pas à vendre des prestations à vos intervenants. C'est ça. Et du coup, c'est marrant, avec Google Site, des scripts, SugarSync et Dropbox, on avait fait des trucs assez ouf que maintenant en no-code tu fais en 2 secondes, quoi. Et du coup, avec Fred, tous les trois, on était comme je dis souvent, on était tous les trois assez fous pour se lancer dans un truc gratuit où même on a versé des bourses aux élèves sans avoir de modèle économique réellement, on va dire, vertueux. C'est-à-dire qu'on faisait des prestations, on vendait des sites, on vendait des formations payantes à côté pour pouvoir financer les élèves. Et puis, cette triade folle a fait que on a fait des trucs assez incroyables. Franchement, il y a plein de gens qui ont vraiment eu leur destin changé par Simplon, qui sont vraiment appropriés ce qu'on leur a proposé. Il y a aussi eu des résultats plus discutables. Mais en tout cas, quand je dis qu'on était une entreprise sociable et suicidaire, c'est que on était sociable dans le sens où on on attirait énormément de bonne volonté, de bonne faveur, de coups de main. Franchement, ça a été une très belle expérience, Simplon, à ce titre-là. C'est-à-dire que ce soit des entreprises, que ce soit des particuliers. Ça a vraiment attiré beaucoup de bonne volonté. Et je crois que ça a créé vraiment un esprit qui n'existait pas forcément, en tout cas numérique solidaire, une vision qui n'existait pas forcément. En revanche,
suicidaire en termes de modèle économique parce que c'était pas évident à tenir. Et il y a quand même eu voilà, une espèce d'inflation aussi de la communication, de l'effet de mode qu'il y avait autour, du modèle de développement aussi. On n'avait pas forcément tous la même vision dedans. Et c'était très bien que ça aille dans plein de territoires. Par contre, parfois, ça y allait un peu au débeauté, quoi. Ça aurait pu être fait de manière plus structurée. Ça a été une équipe très engagée, surtout Simplon, faut le dire. Ça a été, quand je suis parti, je sais plus, je m'embrouille dans les chiffres, mais je crois qu'on avait environ 80 salariés sur le payroll en direct. C'est Donc bien il y ce avait que 240 personnes tu dans déroules les tout seul toutes franchises. mes questions. Ah, Ah, super. Ce que je veux dire, c'est que voilà, c'était vraiment porté par des salariés, des équipes super engagées sur les territoires, dans les quartiers, dans les zones rurales, au siège en Île-de-France, des élèves aussi qui ont fait que leur promo pouvait tenir. Et vraiment, il y avait un côté se servir, c'est-à-dire prendre des choses un max dans Simplon, mais aussi des gens qui servaient le projet, enfin, et même si ça a pu avoir parfois des effets un peu pervers, c'était une expérimentation qui, je pense, a apporté beaucoup de choses bien. Après, faut rester réaliste, voilà, sur les effets que ça peut avoir, parce que parfois, de pas tirer de conclusion, et je parle pas que de Simplon, je parle du numérique solidaire, parce qu'il y a eu un gros effet de mode, un gros effet d'opportunité autour. C'est des métiers compliqués, des projets compliqués où il faut bien identifier, sourcer, sélectionner les gens. Ensuite, il faut bien les former parce qu'on ne se forme pas tout seul au numérique, c'est un mythe. C'est une autodidactie accompagnée, et encore, ça dépend des profils. Il faut bien accompagner vers l'emploi parce qu'on ne trouve pas un job comme ça en claquant des c'est doigts, parce qu'il y a une pénurie de devs, soi-disant. Non, il y a une pénurie de devs confirmés et de devs seniors. Les devs juniors, c'est la guerre, c'est compliqué. Et il y a plein de juniors qui débarquent sur le marché mal formés. Et ça, je dis que c'est quelque chose d'important. Et encore une fois, là, je parle pas d'une école en particulier parce que dans tous les réseaux d'écoles solidaires, il y a à boire et à manger, il y a des promos qui se passent mal, des promos qui se passent bien. C'est juste, voilà, en termes d'éthique de tout ça, de méthodologie, faut vraiment se dire que c'est un métier qui est dur à apprendre et que l'accompagnement, il doit être renforcé et dans les profils d'insertion. dans une interview pour Le Monde, d'ailleurs, où tu parlais du coup de Simplon, tu dis une phrase: on a tout fait à l'envers, on aurait pu mourir au bout de 2 mois et avec des grosses dettes. Clairement, parce que on est quand même, enfin, j'ai toujours été, depuis que je connais cette méthode, un partisan du lean startup, du fait d'y aller par petits pas, de la politique des petits pas, commencer par une petite brique que tu testes, même si tu as 10 millions sur ton compte, tu À vois. l'époque de Simplon aussi, vous avez fait ça ou c'était pas Bah, encore à cette époque-là, je ouais, il y avait connaissais pas. déjà ces Ouais. méthodos, cette culture. Il y avait même des petits projets numériques qu'on testait comme ça à l'époque avec Andrei, mais là, Simplon, souvent je dis, on a fait l'inverse de ce qu'on prêche. Souvent en formation, quand je formais au Lean, je disais, il faut faire l'inverse de ce qu'on a fait là. On a appris énormément de risques d'un coup. Comme je dis, qu'on était tous les trois un peu fous, c'était ça, quoi. Et justement, je pense qu'il y a un truc qui a vraiment joué. C'est bête, hein, mais c'est cette usine à Montreuil. C'était une ancienne usine de 400 mètres carrés. On se disait c'est l'endroit idéal pour ça, parce qu'on se disait que le cadre, il fallait que ce soit un cadre incroyable pour proposer des choses incroyables à des gens incroyables. Le loyer était cher, il y avait des travaux, on a dû faire des emprunts, on y est vraiment allé au culot, et là-dessus, Fred a vraiment ouvert des portes, parce qu'il avait quand même plus de bouteilles que nous en termes d'entrepreneuriat, et plus de culot aussi à certains égards. Et du coup, voilà, mais une fois qu'on s'est retrouvé avec les coûts qui tombaient chaque mois, faut être là, waouh, ça donne chaud. Mais on arrivait toujours à trouver des prestats, des financements. Je me souviens, l'une des premières prestats que j'avais vendues, c'était un site un gros site vitrine à 30 000 euros. Parce que aujourd'hui, en no-code, on l'aurait fait je sais pas, pour 5 000 euros. Mais là, 30 000 euros, ça nous a sauvés quand on a été payé. On avait tout le temps le souffle coupé. Et on versait des bourses aux élèves. On payait les élèves alors nous, on s'est pas payé pendant je sais pas combien de temps. Non, c'était. Mais après, parfois aussi, ce genre de modèle, ça peut créer un effet on court après les sous pour survivre, ce qui crée une forme de déviation par rapport à ce que le projet devait être au début. Aujourd'hui, attention, hein, je parle du Simplon des débuts. Ouais. J'ai décidé de partir de Simplon en 2017. Je ne suis pas habilité à parler du Simplon actuel. C'est Frédéric Bardot et le directeur général François Durollet aujourd'hui qui le préside, qui le dirige. Je le dis bien, hein, parce que parfois il y a des gens qui croient que je suis encore chez Simplon, et ça continue à se développer. Je sais qu'il se passe plein de projets chez Simplon. Moi, je parle du début, de la genèse, quoi. Et pour expliquer ce truc d'entreprise sociable et suicidaire, et on a tout fait à l'envers.
Mais c'est une bonne définition d'entreprise sociale et suicidaire. La même interview, tu t'expliques un autre truc que je trouvais hyper intéressant. Et j'aurais bien aimé que tu nous le... Et avant ça, je vous invite tous et toutes à regarder les articles qui parlaient de Simplon et d'Erwan à l'époque, parce que vous découvrirez un Erwan Kazar avec une énorme barbe et plein de styles différents, parce que je me suis rendu compte en lisant, je sais pas, je crois que j'ai lu une dizaine d'articles, j'ai appris plein de choses. Et surtout, je me suis rendu compte que tu changeais beaucoup de style et donc on te voit avec des chemises tout rasées, avec des grosses suites à capuche, avec une grosse barbe. Et je trouvais ça assez drôle sur les articles sur une période, on va dire, d'un an, 2 ans. Tu changeais pas mal de style sur un, 2 ans et je trouvais ça assez intéressant. Donc voilà. Si vous Ok. êtes face à votre ordinateur, n'hésitez pas à aller regarder les articles qu'on trouve assez facilement. Du Monde, Libération, voilà, Street Press, il y a eu pas mal de trucs. Et dans la même interview du Monde, tu dis que t'aimes pas le mot diversité. Et que Simplon, il n'y a pas de mot diversité autour de ça. C'est social, c'est inclusion, mais diversité, tu l'aimes pas. Pourquoi est-ce que ce mot te dérange? C'est marrant parce que ce mot-là, je l'utilisais beaucoup étant donné que j'étais, à un moment, pendant longtemps, j'étais dans le réseau des entretiens de l'excellence, qui est une association où des personnes issues de la diversité, justement, qu'elles soient sociales, ethniques ou autres, bah, qui avons réussi, entre guillemets, qui avons fait des grandes écoles ou qui avons monté des choses, voilà, enfin, qui ont eu un peu de succès, bah, on va dans des collèges et des lycées pour donner des conseils à des collégiennes, lycéens, lycéennes, qui, pour le coup, bah, ont pas forcément toujours les informations pour savoir vers où s'orienter. Confère un peu ce que je disais au début sur les personnes qui m'ont donné un coup de main pour m'orienter dans ma vie. Et on parlait beaucoup de la diversité. Et c'était un mot que je trouvais assez bien, parce que ça résumait, enfin c'est très anglo-saxon, là, diversity. Et un jour, au début de Simplon, j'ai parlé, à l'époque où j'habitais encore en sous-loc, rue du Simplon, chez un rappeur entrepreneur. Ça vient de là, le nom Simplon, c'est parce que c'était assez original le lieu, on l'avait eu l'idée à la base. Et ben j'ai parlé à Julie Coudry, qui est une militante, qui a monté plusieurs projets, et je lui dis ça, et puis elle me dit, mais la diversité, c'est un terme quand même, c'est particulier, quoi. C'est-à-dire que quand on dit tuer la diversité, ben on te place dans l'altérité, justement. Parce que quand on dit la diversité, en soi, si c'est le fait que il y a vraiment tout type de profil représenté, c'est la diversité. Mais en général, quand on dit quelqu'un issu de la diversité, ça veut dire que c'est les autres, c'est l'altérité. Donc, il y a un côté un peu clivant dans ce mot diversité, je trouve, qui est assez pratique, on va dire, pour désigner les profils atypiques. Mais ça veut dire quoi, profil atypique aussi? Est-ce qu'on va définir un profil atypique de par sa condition sociale, sa condition économique, sa couleur, comme il est habillé, son niveau de diplôme, ou alors par son profil d'apprentissage? Ouais. Atypique, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui est typique? Donc voilà, c'est des mots qui peuvent être pratiques pour désigner certaines réalités qui sont là, mais pourquoi ne pas désigner ces réalités? C'est bête, mais Franck Lepage, qui est un gars qui fait des conférences gesticulées, après je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais c'est un format hyper intéressant, c'est des espèces de conférences où il fait participer le public, mais qui sont quand même en mode humoristique. Il dit à un moment, pourquoi est-ce qu'on a parlé des déshérités à un moment de l'histoire? Notamment dans les années, je sais plus, 60, 70. À la base, on parlait des opprimés. Parce que quand il y a quelqu'un qui est opprimé, on se dit qui c'est qui l'opprime ou des exploités. Qui c'est qui l'exploite que je lui casse la gueule? Ah, les déshérités. Ah, ils sont déshérités, mais déshérités de quoi? Et puis, défavorisés. Ah ben, t'as pas été favorisé, c'est le destin, c'est comme ça. Ouais, les mots ont un sens. Quelqu'un qui est pauvre, ça peut arracher les oreilles ce mot-là, mais c'est important de le désigner, de le dire comme ça, parce que sinon, à force de faire des euphémismes et des mots, ben, parfois ça dénude des réalités, et ça fait qu'elles deviennent un petit peu plus tièdes, alors qu'en fait c'est des réalités qui sont dures. Mais Et il y a deux mots du coup qu'on pourrait utiliser pour Simplon qui sont inclusifs et social. Et pour toi, est-ce qu'avec Simplon, vous avez réussi à combler une défaillance de l'État? défaillance de l'État, défaillance d'un système économique, de courant économique. Je vais pas commencer à parler d'ultralibéralisme, de capitalisme sauvage, de choses comme ça. Tu peux, hein, c'est pas très grave, hein, Mais personne ne t'en voudra. après, est-ce que c'est l'État vraiment qui est en cause là-dedans? Est-ce que c'est des gouvernements? Parce que c'est deux choses différentes, l'État et le gouvernement. Est-ce que c'est aussi un modèle économique qui quand même tend depuis des dizaines d'années à créer des inégalités? Et là, quand je parle d'un modèle économique, je parle pas, on n'est pas oui, il y a quelques personnes qui maîtrisent le modèle dans le monde. Non, c'est juste un système. Enfin, on est dans une époque, je pense, où
En termes de moyens technologiques, agroalimentaires, énergétiques, on pourrait faire vivre je sais pas combien de fois cette planète. On est dans un développement exponentiel. On est sur des milliards de données, de tonnes de choses produites. Avec une telle complexité, c'est normal que ça dégénère. Donc ce que je veux dire, c'est que est-ce que c'est l'État qui est en cause? Je sais pas. Je sais que j'ai complètement digressé par rapport à ta question. C'est pas grave. En plus, je suis un peu fatigué parce que là, une partie de la nuit et toute la journée, j'ai lancé No Code for Good, qui est un projet qui, je l'espère, va aider beaucoup de projets grâce au No Code, On des y projets viendra solidaires. totalement. Du coup, là, je me lâche vraiment. On est un peu comme à 23h au bistrot. Mais du coup, l'État, en tout cas, je sais pas si c'est quelque chose, une déficience de l'État ou autre qu'on a comblé. En tout cas, simplement, on a identifié une proposition de valeur qui était, tiens, il y a des métiers super intéressants sur lesquels il y a quand même des jobs si tu es bien formé. Il y a des gens qui sont super prédisposés à pouvoir apprendre ça, même s'ils n'ont pas fait d'études là-dedans. Et il y a des nouvelles technologies, Ruby, Rails, etc., qui sont plus accessibles, donc qui permettront certainement en moins de 6 mois, moins d'1 an, de former ces gens-là à faire ces jobs-là. Voilà, en tout cas, nous, ce qu'on a identifié. Et puis après aussi, c'est là où je dis que parfois, il y a eu un peu des effets de mode. C'est-à-dire qu'il y a eu tout un... Parfois, quand on nous disait, oui, vous innovez pédagogiquement, je répondais souvent, je me souviendrai toujours, c'était sur BFM, il y a un intervieweur qui m'avait dit, oui, mais avec toutes vos innovations pédagogiques, quand même, vous faites bien mieux que l'éducation nationale, hein. Et puis essayer de me faire dire du mal du service public, etc., de Pôle emploi et tout. Et je suis là, bah, désolé, mais on innove pédagogiquement. Oui, on innove sur certains aspects. C'est vrai qu'on avait rarement vu des élèves sans diplôme d'un quartier prioritaire qui forment des grands managers d'une boîte du CAC 40 et qui les initient au numérique, ou alors des élèves ou qui ont initié des élèves d'HEC. Oui, sur le reverse mentoring, on a innové. On a fait des choses qui n'avaient jamais été faites. Mais déjà, sur le côté égalité des chances, sur le côté, enfin, même l'égalité des chances, c'est un mot qui... Bref, en tout cas, le côté formation gratuite et tout. Bah, c'est la Troisième République, en fait, qui nous a inspiré là-dessus. Après, il y a tout un tas de méthodes alternatives de pédagogie, pédagogie active, pédagogie par projet, par la pratique. On n'a rien inventé du tout. Donc, c'est là-dessus que je tends à prendre le parti de l'humilité et de dire, attention à parfois pas trop être prétentieux dans ces projets innovants, entre guillemets, où on va pallier une déficience de l'État, où on va sauver le monde, changer le monde. Déjà, faites des MVP qui fonctionnent. Et voilà. Moi qui pensais que Simplon était un projet de grands gauchistes engagés, je suis très triste. Ah, mais c'en est un. Oui, je sais. J'ai découvert que j'étais de gauche à cette époque-là. Et Mais justement, dans cette aventure de Simplon, à quel moment est-ce que tu as le déclic du no-code? À quel moment est-ce que tu te dis, ça commence à devenir intéressant, il y a peut-être moyen de faire quelque chose? franchement, le déclic du no-code, je l'ai eu en 2010, je crois, 2011. Ok. Tu te souviens du Euh, premier outil que tu as découvert, du premier... Squarespace. Squarespace, ok. En fait, à vrai dire, Yahoo Pipes, même si c'était un outil no-code très complexe, entre guillemets, Yahoo Pipes, ça te permettait de transformer les données. C'était comme une espèce de N8N. Enfin, je veux pas dire de bêtises, parce que franchement, avec le temps, je me souviens plus exactement ce que ça faisait, mais j'avais surtout testé, j'avais rien fait de concret avec. Mais N8N. Yahoo Pipes, c'était assez impressionnant en termes de gestion visuelle, de workflow et de données. Mais Squarespace, bah en fait, c'était l'outil que je cherchais depuis longtemps. J'avais fait un site pour une compagnie de théâtre, spectacle Dark Spring, je me souviens. Et j'avais fait le site web sans coder, 100% online, rien à héberger, tout auto-hébergé. Donc c'était vraiment du no-code et 100% visuel. Mais c'était pas aussi puissant et pas aussi avancé qu'aujourd'hui, loin de là, et pas aussi accessible aussi. Donc c'est vraiment à cette époque-là, je me suis dit, ah, si on doit pouvoir faire ça avec un outil comme ça, c'est que dans quelques années, on pourra faire des trucs de ouf. J'ai continué à veiller, j'ai découvert Bubble en 2014, je crois. D'ailleurs, le fondateur Emmanuel était passé chez Simplon. Puis, j'ai découvert quelques autres outils. Bon, Zapier, bien évidemment, et IFTTT. Et puis, Webflow, je crois que j'étais tombé dessus à la fin de Simplon, avant de partir en 2017. Mais c'est surtout Alex, après, qui m'a dit, ouais, c'est quoi ce truc de ouf? Et puis, entre-temps, ça avait vachement évolué. Donc, ça s'est fait petit à petit. Mais je crois que la vraie révélation que j'ai eue, c'était en 2017, après être sorti de Simplon. Donc j'ai pris pas mal de temps à retester des trucs, à rebenchmarker tout ça. Et puis j'ai trouvé nocodefree.co,
Et c'était un site où on te proposait en moins de 48 heures de créer un espèce de MVP de Uber avec Bubble, plus Zapier, plus machin. Et j'ai fait, ah ouais, il commence à y avoir ce genre de choses qui apparaissent, mais ça a l'air d'être vraiment viable. Là, il se passe quelque chose. Et c'est marrant parce que le mot no-code, je l'utilisais pas encore. En fait, j'ai découvert assez tard. C'est Julie Garnier, Ah, une ancienne salariée de Simplon, qui me l'avait appris. Ouais, le mot est venu tard. Et justement, du coup, en 2017, tu pars de Simplon. Tu travailles, enfin, vous lancez du coup Targo, qui est un projet qui durera peut-être encore un peu maintenant, si je dis pas de bêtises. Projet de Oui, carrément, conseil, ouais, Targo, ça de conseil, continue. de Ouais. formation. Et en 2019, si je dis pas trop de bêtises, Contournement né. Enfin, je dis officiellement, je pense que l'idée devait être un peu plus avant. Moi, c'est ma question, et comme Alex est là, j'en profite, je lui ai déjà posé la question. C'est qui la personne qui a fondé, qui a eu l'idée? Qui est-ce qui s'est dit, on va faire un truc qui est Contournement? Qui est-ce qui allait chercher l'autre plutôt? J'ai envie de dire que l'idée, ça faisait un moment que j'avais cette envie, en tout cas, de former au no-code, d'identifier vraiment les outils no-code comme une grosse opportunité, tout ça. Clairement, je vais pas passer par 4 chemins, c'est moi. Mais j'ai envie de dire que quelque part, Contournement, on l'a cofondé et testé avec Alexis en 2015, en essayant de former des élèves et des salariés de Simplon Prod au no-code. Et on s'est rendu compte que Bubble avait beaucoup de barrières à l'époque. C'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Il y a un soir où avec Charlotte de Targo et avec Alexis, on avait pas mal discuté de no-code et on avait réfléchi à un modèle. Donc c'est là qu'on s'était dit bootcamp. En fait, on voulait un peu faire le wagon du no-code au début. Et puis, comme je disais tout à l'heure, l'acte de fondation, c'est vraiment Alex qui l'a fait. Parce que à ce moment-là, je me souviens, Alex était plutôt en mode se remettre à la programmation à fond, vraiment faire des choses. Voilà, Intéressant. comme souvent, je pense quand tu as géré une agence web, la frustration de ne pas pouvoir récupérer, enfin, te mettre plus profondément dans des problématiques techniques intéressantes, tester de nouvelles technologies. Puis dans un, dans un Uber un soir, j'avais dit à Alex, mais franchement, tu devrais regarder le no-code. Il venait de partir de Simplon. Il était là, ouais, mais moi, ce qui m'intéresse, là, c'est de me remettre dans du code bien énervé et tout. Et puis voilà, en mettant les mains dedans. En même temps, Je pense j'imagine que bien ça. Alex devant du code bien énervé, ça se Ah marrait oui. bien. Et qui est-ce qui a eu l'idée du nom? Déjà, pourquoi Contournement? Vous l'expliquez un petit peu sur le webinaire, les choses comme ça, mais pour les personnes qui peut-être ne le savent pas. Bah, du coup, oui, dans l'ordre, après ces discussions et tout, Alex a écrit une note sur le no-code, sur ce qu'il a. Parce que quand il a commencé à y goûter, il a fait, ah ouais, c'est un truc de ouf. Ça a bien évolué depuis quelques années. Personne ne le voit, mais il acquiesce de la tête à demi. Donc, on a partagé ce constat ensemble. Et, et du coup, après, quand on cherchait le nom, moi, j'avais tout le temps cette idée de. En fait, je disais tout le temps court-circuiter, en fait, bypasser. Je disais tout le temps bypasser. Bypasser l'obstacle technique, bypasser les délais, bypasser les coûts, bypasser, en fait, toutes ces murs, ces barrières que tu as entre ton idée, ton intention de faire des projets et puis sa réalisation. Sachant qu'entre-temps aussi, même à l'époque Targo, même à l'époque Simplon, j'avais déjà fait d'autres petits projets bénévolement comme ça en no-code avec du Squarespace, trucs comme ça, mais c'était vite fait. Et à chaque fois, c'était ça, quoi. C'était, waouh, ce projet, il tue. On pourrait rapidement faire quelque chose qui tue, mais faut des mois, faut de l'argent. Et donc, de fil en aiguille, on s'est demandé, mais comment ça se dit contournement comment ça se dit il passe en français. C'était contournement. Et puis, contournement, on s'est dit, allez, c'est parti. Putain, et dire que vous En fait, aurez. d'ailleurs, je veux même Vas-y. préciser parce qu'il y a un truc qui est marrant, c'est qu'au début, on voulait appeler le truc bypass. Parce Oui. qu'on aimait vraiment cette notion-là que tu as décrit. On trouvait que c'était vraiment C'est un truc que tu on en était as tous pas d'accord aussi. là-dessus. On avait fait un brainstorming et tu avais proposé ça. Et en fait, on a fait des recherches. Et en fait, quand tu tapes bypass dans Google, tu tombes sur des anneaux gastriques Ouais, et des c'est ça. trucs comme ça, quoi. C'est ça. Et donc, en Ouais. fait, là, on s'est dit, c'est pas possible. Et limite, on avait abandonné l'idée. Et puis après, en continuant le brainstorming, on a traduit. Moi, je me souviens, j'avais testé même de traduire dans d'autres langues aussi. Je regardais comment ça se dit en japonais, etc. Je me suis dit, ça se trouve un truc cool à faire. Et puis, en fait, ouais, le nom en français était juste parfait, quoi. Putain, à deux doigts, vous auriez pu vous appeler court-circuit, quoi. Ça aurait été très drôle, une voiture Court-circuit. C'est vrai que bypass, le premier truc que j'ai pensé, c'est l'anneau gastrique, justement, que tu pourrais peut-être trop manger. Ouais. Bah, moi, j'avoue, avant de chercher sur Google, j'avais pas du tout vu ça. Enfin, je savais même pas qu'on disait ça. Enfin, rien à voir, quoi. Peut-être que les référencements SEO est pas mal aussi. Ouais. Allez, après, ça dépend de ta clientèle, de quoi on va forcément. Peut-être que tu peux cibler aussi une clientèle qui n'attendait pas à te découvrir et qui te découvre. Bah, si c'est pour rendre les projets web plus digestes, ou alors non, au contraire, moins digestes. Pour éviter d'avaler des usines à gaz et des couleuvres. Ça aurait fait une belle phrase d'accroche. Et moi, il y a une histoire que je trouve drôle et que j'ai apprise il y a pas longtemps. Pourquoi ce logo? Bah, ce logo, je crois que c'est Alex qui l'a trouvé en faisant 2-3 recherches d'icônes et que bah,
le bypass, justement, en électronique, c'est ça. C'est ça, c'est ce qui permet, je ne saurais pas dire en électronique exactement à quoi ça sert, mais en tout cas, le côté triangulaire, un peu sigle. Moi, perso, ce logo, j'en suis fan. Mais du coup, il y a un moment aussi, il faudra qu'on change avec le temps. Mais pour le coup, c'est juste voilà, ce qui était ressorti sur The Node Project, il me semble. Et Exactement, ouais. Mais je trouvais ça drôle que ce soit un logo. Je la préfère que ce soit du coup une icône. En fait, je savais pas du tout que c'était une icône, mais je trouvais ça drôle que ce soit une icône. Parce que souvent les logos, il y a des, ouais. C'est vraiment le côté. Bientôt, il y a une grande mode des Enfin, emojis. Peut-être que votre prochain on n'a logo pas sera un voulu emoji. s'improviser designer, quoi. Donc, on a fait comme on fait toujours quand on cherche une illustration. On va soit sur Unsplash, soit sur Non-Project. Et puis, on a mis Bypass dedans, quoi. Enfin, honnêtement, je me souviens même pas de ce jour-là, mais c'est. Il est Ouais. bien, il est reconnaissable aujourd'hui. Et qui Moi, honnêtement, je pensais que ça serait temporaire, hein. Moi, en fait, je fais toujours ça quand je fais des projets, des choses comme ça. Je mets un truc temporaire, il y a un nom de code temporaire, il y a un logo temporaire. Enfin, là, le nom, je le trouvais génial déjà dès le début, mais je pensais pas qu'il resterait aussi longtemps. il changera un jour ou pas? Parce que j'ai des questions qui arrivent dessus. Il risque de changer assez bientôt, Ah, sans trop en dévoiler, parce que. très bien, Mais très oui. bien. C'est une très bonne info. Et qui fait quoi dans le contournement? Parce que je pense que c'est quelque chose que les gens n'ont pas forcément la vision. C'est qu'on attend le podcast avec Alexis, mais c'est vrai qu'on vous voit souvent, bah voilà, on voit un petit peu le côté, pour les gens qui suivent les formations, c'est souvent Alexis qui anime les formations, Erwan fait les apparitions, etc. Mais au jour le jour, qui s'occupe de quoi un peu chez Contournement? Comment ça se divise un peu ce projet? Si vous avez le droit d'en parler, hein, c'est de plus en plus clair, on va dire. Enfin, c'est-à-dire que auparavant, on faisait tous, enfin, on faisait tous, on est deux. On faisait tous les deux un petit peu de tout, mais quand même, il y avait clairement une dominante. En fait, au tout début, Contournement, ouais, c'était un projet qu'on montait à l'époque où j'étais encore chez Targo. D'ailleurs, mes anciennes associées de Targo ont vachement contribué au début à lancer le projet avec nous et tout. Et puis en fait, au bout d'un moment, on s'est dit, bah non, Contournement, c'est un projet à part. C'est pas un projet dans Targo, mais encore une fois, c'était une période où on explorait un petit peu tout ça. Et on faisait surtout du présentiel au début, des ateliers présentiels. Et du coup, au niveau de la pédagogie, on réfléchissait ensemble avec Alex. Parfois, il faisait des slides, parfois c'était moi qui en faisais, sur les présentations. Mais il a commencé à prendre plus ça allait, plus il a commencé à prendre le lead sur le côté pédagogie, c'est-à-dire créer de la pédago. Puis sur le côté communauté, avec le Slack et tout. Et sur le côté Ops aussi, c'est-à-dire créer les bons process qui fassent que Contournement soit une structure efficiente, productive, automatisée, etc. Et qu'à deux, on puisse faire ce qu'on n'aurait pas pu faire autrement. Moi, pendant ce temps, déjà, j'étais partagé un peu entre les deux projets, entre Targo et Contournement. Et c'est en mars de l'année dernière que j'ai pu vraiment me consacrer à 100% à Contournement. Il a fallu faire un choix, c'était difficile, mais voilà, je regrette pas du tout. Et du coup, on va dire que moi, je suis plus un peu en mode, je saurais pas comment dire, pas frontman, mais on va dire que ça me dérange pas de faire 5 fois le même webinaire dans la semaine pour aller convaincre des gens, pour aller les évangéliser, tout ça. Ça me dérange pas de faire. En fait, je fais pas mal de rendez-vous parce que si j'ai vachement ce côté B2B, j'ai pas mal de contacts de mes anciennes carrières, on va dire, que ce soit dans des institutions, dans des boîtes. Donc, plus ce côté partenariat. En gros, ce qui était au début, ça s'est renforcé aujourd'hui à tel point que, comme on l'a dit dans la newsletter, Contournement e-learning, c'est vraiment Alex qui a le lead, bien que e-learning ce soit un mot un peu, voilà. On va dire les formations en ligne asynchrones où les gens suivent les formations en vidéo. C'est vraiment Alex qui a le lead là-dessus, sur la commercialisation, sur la pédagogie, sur la conception, tout ça. Et moi, on va dire qu'aujourd'hui, je suis plus sur le côté organisme de formation, plus traditionnel, téléprésentiel, présentiel, et tu en sais quelque chose, Stan, parce qu'on travaille ensemble parfois sur des formations. Et le côté formation pro aussi, sur des, par exemple, là, c'est des histoires de CPF et tout. Donc parfois, c'est un peu moins funky ce que je fais, je pense, et même intellectuellement moins excitant, mais à la fois, je peux pas m'empêcher d'aller faire ça. C'est bête, hein, c'est bizarre. J'ai envie d'aller me prendre la tête à voir comment toucher le CPF, comment faire des partenariats, faire des trucs plus traditionnels. Mais aussi, je pense qu'aujourd'hui, à 35 ans, j'ai vraiment aussi envie de sécuriser ce projet pour
pour pouvoir être sécurisé financièrement. C'est bête, mais sans que ça le dévoie. C'est-à-dire pas faire des choix à la con, à se dire ouais, on va vendre n'importe quoi, n'importe comment, on va multiplier notre catalogue et tout. Parce que parfois, justement, ce que je disais, quand on doit payer les factures, on peut parfois se dire ah ouais, on va faire ce partenariat même s'il pue à 100 mètres. Non, là, faire des bonnes choses. Par contre, trouver des leviers intelligents pour pouvoir continuer à faire les choses qui nous intéressent sans se dévoyer, quoi. Okay. Je savais pas du tout que tu avais 35 ans. C'est une chose que j'ai appris, j'avais mal regardé, j'avais pas regardé l'âge, mais ok. Combien t'aurais dit? Moi, j'aurais dit plus. Ah ouais. Mais c'est l'expérience, c'est l'intimidation de l'expérience, on va dire. Ouais, j'aurais dit un peu on m'a plus. toujours donné plus. De toute façon, t'inquiète pas. Du coup, Alex est plus vieux que Erwan. C'est ça. Malgré que moi, on me donne toujours moins. Ouais, donc, c'est ça, ouais, c'est drôle. Ok. Là, c'est pour j'apprends des petites choses en plus, j'avais pas bien regardé ça. Ok, donc c'est cool aussi d'avoir cette vision, de savoir un peu, voilà, d'avoir un peu ce distinguo, même si aujourd'hui, contrôlement, c'est quand même vos deux visages. Et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir aussi de pouvoir comprendre un petit peu ce que vous faites à l'intérieur. Moi, il y avait un truc j'ai perdu ma question. En plus, je l'ai tout noté à gauche, mais j'avais pensé à une nouvelle question, mais je l'ai un peu guéri, c'est pas grave, on reviendra là-dessus. Aujourd'hui, enfin, quand on s'est rencontrés, d'ailleurs, je me souviens, la première fois que j'ai rencontré Alex, qu'on s'est vu au téléphone, Erwan, je crois que la première fois qu'on s'est vu, c'était à Station F. C'est le jour où j'ai failli te donner le Covid. Enfin, la première fois qu'on se voyait vraiment, c'était vraiment ces 2 ans de rencontre. Le jour où je l'ai donné à Alex, oui. Moi, j'étais sympa, je l'ai pas transmis à Erwan. Le jour où j'ai failli le donner à Alexandre Talon aussi, à beaucoup de personnes. Et tout ça pour dire que... un événement fondateur de la communauté. C'est ça. C'est ça. On a failli annihiler la communauté, ouais, t'as testé. Le cluster Verjus, on a testé le renforcement. Cluster Verjus, ça fait vraiment nom de super-héros. Cluster Verjus, quoi. De groupe de punk des années 80. Je vais me renommer sur le Slack, ils comprendront qu'à la sortie de l'épisode pourquoi. Tout ça pour amener sur... quand on s'est rencontrés, en fait, il y a un épisode sur lequel je voulais revenir, en même temps, c'est un peu... Sur l'apprentissage que vous avez fait, c'est qu'au début, vous étiez parti du coup sur un format bootcamp présentiel, qui a été du coup un peu lâché sur le futur. C'est pas forcément un échec, je pense, de votre côté, parce que ça a été un peu un apprentissage. Pourquoi ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Voilà, qu'est-ce qui s'est un peu passé autour de ça? Et la formation Side Project aussi que vous aviez au début, quand on s'est rencontrés. Bah, c'est tout l'intérêt des MVP et du test and learn, hein, parce que quand on s'est lancé, on s'est dit, mais attends, mais il y a plein de projets qui veulent un site, une appli, et qui vont galérer à trouver les sous, ou à trouver les devs. Il y a plein de gens qui aimeraient faire eux-mêmes, mais c'est évident qu'il faut former des gens pendant 6 semaines complètes, ou 8 semaines, je sais plus, 5 semaines, je sais plus comment on voulait faire, pour les former de A à Z au no-code, pour qu'ils puissent faire eux-mêmes. Mais c'est évident que les gens vont faire 9 semaines. 9 semaines, c'est ça, c'était vraiment en mode le wagon du no-code. Calqué sur le wagon, ouais. C'est un projet qui est mort, qui est enterré maintenant, ou qui peut-être un jour ressuscitera? Ah, il est mort dans le court-métrage. Okay. Mais le court-métrage aura une suite. Non, franchement, au début, surtout qu'on n'avait pas le reach, la visibilité qu'on a, tout ça. Enfin, on envoyait des mails dans tous les sens, mais ça faisait pas forcément réagir. Je me disais, à Simplon, je me tapais une interview tous les 2 jours. Là, je suis là. Mais évidemment, j'ai envoyé ça aux journalistes. Ils vont être là. C'est une révolution, c'est génial. Les gens, ils réagissaient pas trop. Ouais. Voilà. Même aujourd'hui, j'ai envie de dire, on attend encore les journalistes. Oui, c'est vrai. Et du coup, heureusement que Alexis, lui, en parallèle, commençait à monter une communauté, à créer le Slack, même à... Franchement, il y a tout un tas de choses comme ça qu'il a structuré, genre la newsletter, les webinaires, ça, à la base, c'était lui qui donnait l'impulsion, et puis après, moi, derrière, qui déployait en mode King Kong. Mais du coup, le truc, c'est que là, c'était clairement pas l'heure. On n'était pas prêt, le marché n'était pas prêt, les gens n'étaient pas prêts. Un jour, si on doit faire un bootcamp en mode modulaire, comme on dit, c'est-à-dire combiner plusieurs outils, Airtable, Zapier et tout, peut-être que ça, si l'envie nous prend, c'est-à-dire que nous, c'est pas, on se dit, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça. Si à un moment on a une autre envie, moi, je pense qu'aujourd'hui, j'aurais plus envie de faire un bootcamp. Okay. Mais Alex, peut-être... si on en a envie, on verra si c'est réaliste, si on doit le faire dans la douleur, si on a quelque chose de plus à proposer que les autres aussi, parce qu'il y aura certainement d'autres choses qui existent. Ouais, tout ça qui a D'ailleurs, c'est drôle parce que le jour où on enregistre, là, c'est le jour où ils ont annoncé, Allegria et Wildcode School ont annoncé le bootcamp no code. Et The Toolbox aussi. C'est The Toolbox qui a annoncé le bootcamp. Ouais, après, sachant que nous, notre bootcamp, c'était plus sur le modèle de ce que fait Wildcode School, quoi. Enfin, nous, cette idée-là, c'était plus quelque chose de professionnalisant. Tu vas en parler, Alexis. On en a bien parlé à midi déjà dans le No Code Game, donc j'invite les gens à regarder le No Code Game. Non, mais par contre, moi, je crois que là, quand je vois les choses qui sortent,
je pourrais avoir envie un jour, enfin pour l'instant je Mmh. tente de voir ce que ça donne, mais je pourrais avoir envie un jour d'en faire un, juste pour faire un truc mieux, quoi. Je dis franchement, hein, sans parce que ça se trouve ce qui va sortir sera bien, mais même si c'est bien, moi si je le fais, c'est parce que j'aurais envie de faire le meilleur bootcamp. Parce que c'était ça l'ambition qu'on avait à la base, et ça j'ai une petite frustration de ne pas l'avoir fait, faire juste le meilleur bootcamp de France en présentiel, parce que pour moi par contre c'est que en présentiel, et voilà, mais bon. C'est Moi je ça, je pense que c'est ça, on l'a en commun, c'est que si on doit faire un bootcamp, c'est Mmh. vraiment faire de la pure méga qualité, quoi. Et C'est-à-dire avec les gens qu'on sent bien, avec le prix qu'on sent bien et avec le programme qu'on sent bien, quoi. moi, j'ai envie que, avant, j'ai encore quelques petites questions et puis on clôturera ça. J'ai envie qu'on s'engage sur quelque chose. J'ai envie que vous vous engagez avant que je dise ce que je vais vous proposer. J'ai envie que vous vous engagez. Il y a une échéance qui sera fin 2022. J'ai envie que vous donniez votre engagement et après, je vous exprimerai ce que c'est et sur quoi on va devoir s'engager. Est-ce que vous êtes d'accord de vous engager sur quelque chose dont vous ne savez pas forcément Est-ce que vous me faites assez confiance pour ça ou pas? On dirait Macron avec les deux Ah. youtubeurs, là. C'est ce que j'ai 500 000 vues sur le passé là. podcast. Non, pas du tout. En fait, je me dis, est-ce que j'ai votre engagement ou pas? Sur un projet qui Vas-y. peut être marrant. Qu'on essaye, en tout cas qu'on essaye de construire quelque chose, que d'ici fin 2022, on puisse ouvrir des locaux à Paris ou proche banlieue qui peuvent accueillir des formations, des coworking, des entreprises, etc. Et là, je vois c'est Erwan qui réimagine à l'usine à Montreuil. Moi, c'est un grand rêve. Hein. C'est un rêve que j'ai depuis très longtemps d'avoir un espace de travail full no-code. On peut avoir des entreprises, on peut avoir un espace de coworking et une vie quoi, autour du no-code. No Code On avait ce House. rêve aussi avant, hein. Ouais. C'était un de nos objectifs. Je pense je pense que d'ici 2022, on peut tenter de le réaliser. D'ailleurs, s'il y a des promoteurs ou des promoteuses immobiliers, Il faut voir ce qui se passe n'hésitez aussi pas. dans le monde, hein. Nous, ce qui a balayé notre rêve, c'est le C'est Covid, Covid. hein, tout simplement. Ouais, Attends, c'est vrai que. Attends, on est tous vaccinés. Vous n'êtes pas vaccinés d'ailleurs, non? Pas encore. Si, moi je suis vacciné. Ouais. Ah, très bien. Pas moi. Bon, retournons à nos moutons. Je suis désolé, vraiment. Je suis auditeur, auditrice. Je suis vraiment désolé. Je suis très mauvais co-animateur. Par rapport à cette sens. Il y avait un truc, t'en parlais, et du coup, c'est intéressant parce que il y a une dernière question qui sera l'avenir un peu de contournement et les petites nouveautés à venir. Mais avant ça, j'ai envie de parler parce que tu en as parlé. C'est pour ça que tu as mal dormi cette nuit. Et c'était intéressant parce que ça revient aussi avec ton parcours de quand tu étais jeune, avec cette envie d'aider. C'est No Code for Good. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la genèse? Je sais que vous êtes 7 cofondateurs et cofondatrices autour de No Code for Good, ou peut-être 8. 8, ouais. Ouais, c'est ça. Donc 7 avec toi. Et voilà, le projet, le site qui est sorti, qui est fait sur Software, si je dis pas de bêtises. Ouais. Comment ça c'était quoi l'envie derrière ça? Bah, No Code for Good, comme je le décrivais dans la newsletter d'aujourd'hui, et pour les gens qui écouteront ce podcast plus tard, de toute façon, on a l'index de nos newsletters qui est accessible dans nos newsletters, donc il faut s'y abonner. Donc si vous voulez revenir dans le temps, vous pourrez. Bah, comme je le disais, ça fait, à titre personnel, ça faisait longtemps que j'aidais des projets de manière solidaire en faisant un peu de no-code ou de formation à ces trucs-là. Dans le cadre de contournement, bah, ça s'est accéléré, notamment avec le projet Banlieue Santé au premier confinement, qui a vraiment eu un énorme impact social, notamment grâce aux quelques jours de développement no-code bénévole que je leur avais filé dans le cadre de contournement. Donc c'était vraiment la preuve que bah, avec le no-code, plus que jamais, tu as des projets où le ROI, le retour sur impact, peut être énorme. Donc, autant le faire. C'est-à-dire un projet qui a un gros potentiel numérique, bah, potentiellement, juste en lui faisant une appli Glide en quelques heures, et si derrière, ils la promeuvent bien, bah, ça peut décupler leur impact. Bah, du coup, on faisait un peu de contournement for good depuis 1 an, et puis on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de gens dans nos rencontres, dans l'écosystème no-code, qui avaient un peu la même envie, que ce soit de faire de la prod bénévolement, ou à tarif préférentiel, ou former des assos, des choses comme ça. Et du coup, Alex a lancé le channel No Code for Good sur le Slack No Code France à la base. Il y a commencé à y avoir pas mal de gens qui s'agitent, notamment des usual suspects de l'époque, des Kevin Ebert, des Alexandre Talon, des Mehdi Etak, et voilà. Donc on a fait une première réunion avec les plus motivés, et de fil en aiguille, on s'est dit on monte une vraie asso qui a pour objet de mettre le no-code au service des projets d'intérêt généraux, des projets solidaires, des projets environnementaux. Notamment sur des projets qui partent de zéro, qui sont zéro au niveau numérique, qui ont rien, et qui peuvent avoir un fort retour sur impact. C'est-à-dire, par exemple, l'exemple de Banlieue Santé, encore une fois, un projet concret sur le terrain qui aurait vraiment besoin d'une appli pas forcément très complexe, et qui, cette appli développée en une journée, une fois développée en une journée,
tourne entre des dizaines de milliers de mains. Ok. Donc ça passe par de la formation. En fait, c'est trouver des freelances solidaires, des no-codeurs, des no-codeuses solidaires qui veulent bien bosser bénévolement ou à tarif préférentiel pour des projets qu'on qualifie, qu'on sélectionne, premièrement. Deuxièmement, organiser des sessions d'initiation, de découverte pour des assos, des entreprises solidaires et tout ça. Et troisièmement, aussi questionner, enfin créer de la réflexion autour de la place des outils no-code dans la société, dans l'économie aussi, parce que même si il y a quand même toute une aura de coolitude, de progressisme et tout autour des outils no-code, il n'empêche que ça demeure quand même des entreprises privées à but lucratif qui pourraient très bien devenir les GAFAM de demain, enfin si je caricature. Donc vraiment, se questionner autour de l'open source, même de l'accessibilité aux personnes en situation de handicap, de l'impact environnemental. Voilà, vraiment questionner tout ça, être un think tank à cet égard-là. Et du coup, grosse dédicace à mes 7 cofondateurs et cofondatrices, Marie Bernard, Kadidia Toutouré, Alexandre Talon, Mehdi Etak, Morad Oumir, Kevin Ebert et Anaïs Parezotto. Incroyable, tu les connais, c'est bien. Mais c'est intéressant parce qu'il y avait une question l'autre jour sur le slide qui était est-ce que vous connaissez un outil no-code qui est accessible, du coup, qui a ces enjeux d'accessibilité et du coup, ça peut se contrôler au clavier et pas forcément à la souris. Même l'inverse, c'est vrai qu'aujourd'hui, je connais pas d'outil no-code que tu peux gérer entièrement au clavier. Ouais, c'est intéressant. Tu vois, typiquement, ça, c'est un sujet. Entièrement à la souris, tu vois. À la souris, saurais pas te dire. Si à la souris, tu pourrais, en fait. Et ça, il faut qu'il y ait de la documentation là-dessus. Alors, c'est pas nous qui allons créer cette documentation. En revanche, de fédérer un peu les gens qui travaillent sur ça, de les faire témoigner, ça peut être intéressant. C'est-à-dire que... Ça peut être très cool à avoir. Je voulais qu'on finisse. Alors, j'ai un petit, juste quand on finira, j'ai un petit envie de faire un petit truc qui fait traiter les Tréhardissons. Même si je suis pas très fan de ce personnage, j'avais envie de faire ça parce que je trouve ça drôle à faire et que j'aime bien faire ça quand je fais des formations. Avant ça, est-ce qu'il y a des petites, c'est quoi l'avenir de Contournement? Je sais qu'il y a des, moi je connais mais j'ai pas rien droit de dire, donc je sais pas si je vais laisser les personnes parler. Est-ce qu'il y a des choses qui vont arriver, des petites nouveautés, des choses à nous dire? Ah oui, carrément là. Là, je sais pas quand sera publié ce podcast, mais il y a des gros trucs. La semaine prochaine, non? On sera en plein dedans. Non, mais Ça, en ouais, gros, dans une semaine, ouais. Contournement, il va y avoir des choses qui vont se passer cet été, pas trop en dire. Mais globalement, comme je le disais, il y a quand même cette différence entre les formations en ligne qui vont continuer à être de la meilleure qualité possible, la plus pédagogique possible, mais quand même en allant à des niveaux ceinture noire un peu avancés, genre vraiment rendre le no-code accessible pour le plus grand nombre, sans forcément avoir de niveau technique. Surtout sur des outils de productivité. Vous le sentez dans nos newsletters, on aime vraiment de plus en plus Airtable, Zapier, Notion, vraiment le côté Ops, optimiser ses opérations, pas seulement faire son appli, son site pour lancer un produit, vraiment comment ces outils peuvent au quotidien faciliter la vie des structures, des équipes, c'est pour se créer ses propres outils internes. Donc ça va continuer dans ce sens-là, côté e-learning. Côté organisme de formation plus traditionnel et financement CPF et tout, là on teste des choses en ce moment. Je pense qu'on va continuer à aller vers ça, à trouver des moyens de financement pour que les gens puissent ne pas payer que de leur poche. Mais ça induit aussi d'avoir plus de travail manuel, on va dire, non automatisable. Donc ça, on est une compagnie of two, une compagnie of deux, deux personnes à la base. Là, peut-être qu'on va devoir s'entourer un petit peu plus sur cette partie-là, du coup, sur laquelle je lead. Et c'est en termes de partenariat et de manière partenariale de fonctionner, je pense qu'il va y avoir quand même des nouveautés à venir. Parce qu'il y a des choses que Contournement, en tant que le cœur de Contournement, va continuer à faire et on a toujours envie d'être plus spécialisé là-dessus. Mais il y a des choses qu'on va davantage faire en partenariat qui nous intéressent aussi sur le côté formation téléprésentielle notamment ou formation sur des trucs autres que les ops, la productivité. Mais Contournement, en tout cas, pour l'instant, nous, on a la vision... Ouais. Mais on a la vision à l'automne. Hein. À la fin de l'année, on se dit qu'on fera encore le point pour voir si ça a marché, quel angle on prend, et sachant qu'aujourd'hui aussi, peut-être que dans 1 an et demi, 2 ans, on sera plus à 100% sur le Contournement. C'est bien parce que tu vas être très bon pour dire des choses sans forcément dire des choses. C'est très bon, je trouve. On va pas m'accuser de ça. Non, pas du tout, mais je trouve que c'est très bon en teasing. Tu vois, t'arrives à dire des choses, en fait, tu vois. Non, je dis pas que discours de langue de bois, non, c'est des discours un peu teasing, et en fait, t'en dis juste assez pour qu'on, voilà, tu vois. Ah, c'est cool. Donc c'est teasé. C'est un bon teasing. J'avais plein d'autres questions. Là, j'en ai coché, il m'en reste encore une trentaine, mais malheureusement, on n'a pas le temps. On fera, je vois la tête d'Alex, on a déjà dépassé un peu le timing, donc je garderai ces questions. J'avais envie de finir avec un truc, comme j'ai Alexis Awan avec moi, j'ai envie de vous finir un peu sur un portrait chinois, avant de nous quitter. Je sais, c'est un peu nul, mais moi, je trouve ça marrant comme système.
Puis si c'est nul, Alex pourra le dégager au montage. J'ai rajouté 3 questions qui étaient un peu des trucs un peu marrantes, et voilà. Donc si vous voulez vous y prêter, Alex et Erwan, si vous étiez un animal, vous serez quoi? Voilà. Un couteau suisse. Il a rien compris. Un nénuphar. J'aime bien dire le loup en général. Ok. On doit expliquer pourquoi, non? Non, on va pas avoir le temps, sinon je crois. Ok, bon, en tout cas, c'est pas pour le côté prédateur qui veut manger tout le monde, hein. C'est pas comme ça un loup, faut le savoir. Toi, Alex? Ça sera un renard. Ok. Si vous étiez un outil no-code. Couteau suisse. Ah, Waouh, bonne question. Je pense que je serais Softerm. ok. Moi, Zapier. Ok. Ouais, grave. Si vous étiez un moment de la journée. JavaScript. Réponds vraiment à peu. Couteau suisse, JavaScript. Un moment de la journée. Wow, c'est dur ça. Moi, je pense qu'Alex serait le matin. Je sais pas. Ouais. Je serais l'aube. L'aube. Franchement, je serais entre midi et midi. Entre chien et loup. Entre chien et loup, voilà. Si vous Franchement, étiez je saurais pas répondre. Si vous étiez une boîte dans le no-code, mais vous n'avez pas le droit de dire contournement. C'est vaste en même temps que. Ah, une Le code entreprise for good. Ah. Moi, j'aime bien The Toolbox. Ouais, Je trouve j'allais que dire The Toolbox. Ouais. c'est peut-être que ce que j'aurais. Si j'avais pas été dégoûté des agences avec Simplon Prod, je pense que j'aurais essayé de faire The Toolbox et mêler un peu formation aussi dedans, comme ils font, et conseils et production, quoi. Franchement, la même réponse qu'Alex, parce que même le côté PME, etc. Mais pareil, le travail de production, de conseil, d'agence, c'est dur. Et je pense qu'on en a assez fait tous les deux, on n'a plus envie d'y revenir. Ok. Si vous étiez un ou une entrepreneur ou entrepreneuse. Alors, tout sauf Elon Musk. Comment il s'appelait? Je sais plus. Un projet sud-africain, je ne sais plus de son nom. En gros, identifier des personnes qui étaient vraiment en galère de toxicomanie, des personnes séropositives et de ça en Afrique du Sud, qui n'avaient vraiment pas de moyens de trouver de l'information. Et puis, ils prenaient des personnes précaires, notamment des dealers qui connaissaient un peu tout le monde, qui n'étaient pas des méchants dealers, mais juste des gens qui faisaient du commerce, et qui les mettaient dans des centres d'appel où ils cherchaient sur Google les réponses aux problèmes que les gens avaient dans la rue. Et du coup, c'était 0,01 centime par réponse, et ça créait quand même à la fois une réponse à des problèmes, et il y avait quand même un modèle économique soutenable. Okay. Je sais plus, ça s'appelait je me souviens plus du nom. Je sais pas si ça existe encore, mais je crois qu'il partait dans plusieurs pays. Ok, intéressant. C'est une bonne question. Je me rends compte que je dois beaucoup chercher pour y penser, mais je crois que ça serait le CEO de Buffer. Ok. Efficace. Ouais. Et ou alors mais en même temps, je l'ai déjà rencontré, il n'est pas très sympa, mais le CEO de Ghost. Ah. mais un peu cool. Je crois que j'aimerais bien être lui quand même, quoi. Si vous étiez la lettre idéale dans l'alphabet, évidemment. Alors, c'est la question la plus perchée que j'ai trouvée incroyable. si tu devais être une lettre, ce serait laquelle? Bon, allez, Go Trip, le K. Ok. C'est marrant parce que j'ai pensé à ça aussi forcément, mais parce que moi j'aime bien le K, que j'aimais bien quand j'étais adolescent et tout, c'est que c'est en plein milieu de l'alphabet, et donc en fait tu te fais jamais avoir. Tu sais, quand tu dois passer, tu sais, pour réciter des poésies ou chanter, tu sais, moi c'était ma hantise quand j'étais jeune, je flippais trop, et donc quand t'étais dans les A et tout, t'étais dégoûté, tu passais tout le temps en premier, et puis des fois t'avais des profs qui la faisaient un peu à l'envers, donc ils commençaient à Z. Sauf que quand t'es à K, et bah t'es toujours bien, t'es toujours au milieu. C'est marrant parce que vous avez la même première lettre de nom de famille, je n'avais jamais rendu compte. Ouais. Pas qu'on en ait un troisième, sinon ça ferait des initiales chelous. Moi j'étais V, donc j'étais vraiment en fin de... C'était un calvaire, j'étais tout le temps à la fin. C'était pas agréable. Et dernier, si vous étiez un hashtag. Je te vois bien un hashtag turfu comme dans les présentations Erwan. Ouais. Et après ça, j'arrêterai le calvaire des auditeurs et auditrices qui ont tenu. Hashtag The future is now. Ok. Le futur, c'est maintenant.
Je suis pas très hashtag, ouais. J'avoue que c'est vraiment pour moi un truc purement utilitaire, mais Tu peux faire un hashtag Bentocell quand même. Ou non, pardon, pas Bentocell, un hashtag. Comment s'appelle le monsieur qui fait tout la haine sur Product Hunt? Chris Messina, Chris Messina. inventeur du hashtag. C'est ça, bah. Non, je sais pas. Ouais. Hashtag no code. Non, il y a un hashtag que j'aimais bien, qui a un peu disparu, qui s'appelait Humble Brag. En fait, quand tu mettais un truc Ok. qui pouvait paraître prétentieux, mais que tu le disais avec humilité, quoi. Mais tu partageais quelque chose où, je sais pas, t'avais bien réussi, et c'était Humble Brag. Bah, très bien. On arrive à la fin. Merci beaucoup, Erwan, pour ton temps et d'avoir répondu à mes questions. Et merci beaucoup, Alexis, de m'avoir invité pour co-animer cet épisode de podcast. Bah, merci à toi. Et merci évidemment ce sujet très au sérieux. J'ai pris une petite leçon de journalisme au passage. Voilà, j'ai essayé de. C'est vrai que j'avais pris un peu de temps de. Mais j'aime bien, en vrai, c'est intéressant. Non, mais moi, honnêtement, quand j'ai commencé le podcast, tu vois, je me voyais un peu comme ça, tu vois. Et en fait, au début, je faisais pas mal de recherches. Et au fil du temps, je me suis rendu compte que j'étais devenu de plus en plus sloppy. J'ai de moins en moins de temps, malheureusement. Et donc, je prépare des questions, évidemment, mais je fais pas autant de recherches qu'avant. Donc c'était très cool. Après, le sujet, si vous permettez, Erwan Kézard est quand même assez simple parce que tu as quand même beaucoup d'articles. Donc, c'est pas. Bah ouais, mais ça prend d'autant plus de temps, tu vois. Ah, ça enregistre encore? Oui, ça enregistre encore. Bah, dis donc, parce que vous êtes vraiment en mode tranquille. Le gars est super média traîné qui est là. Non, faut pas dire ça à l'antenne. Mais non, c'est vrai que oui, ça dépend en fait des personnes aussi, je pense. Voilà, Ouais. t'as une conclusion? Tu veux faire la conclusion, Alex, ou il y a des trucs à dire à la fin ou pas? Tu pourrais cutter à ce moment-là. Non, en général, on dit merci, au revoir, à bientôt. On refait la fin si tu veux. Non, mais comme ça, c'est nature, okay. Pas de souci. Et à la semaine prochaine pour le prochain épisode de podcast. Prenez soin de vous. On se rejoint sur le Slack No Code France, évidemment, contournement.io. C'est ça, parce qu'en fait, la dernière question que je pose toujours, c'est où. En fait, il y a deux questions. Bon, il y en a une, on est un peu obligé de la faire. Par contre, il y a une question, c'est où est-ce qu'on peut te suivre. Donc voilà, c'est ça. Il faut, en fait, voilà, pour conclure bien, il faut que tu demandes à Erwan où est-ce qu'on peut te suivre. Merci beaucoup, Erwan, d'avoir répondu à nos questions. Et justement, où est-ce qu'on peut te suivre un peu sur les réseaux? Alors, on peut me suivre sur LinkedIn, principalement, en perso, Erwan Kézard. Parce que Contournement, on publie on LinkedIn principalement à titre perso, donc Alexis Kovalenko et Erwan Kézard. Sur Twitter aussi, Erwan Kézard. Et puis Instagram, je sais qu'il y a non, très peu. SoundCloud, mais personne ne me trouvera jamais. Spotify. Mais du coup, ouais, non, surtout LinkedIn et Twitter. Et puis bientôt sur les projets artistiques, peut-être qu'il y aura d'autres endroits où me suivre, mais j'ai toujours été très discret là-dessus. Donc pareil, là, je tease sans en dire trop. Sur Dribble ou sur, j'ai oublié l'autre nom. Évidemment. Sur IMDb peut-être. IMDb, exactement. Bientôt. Évidemment, contournement.io, contournement.online pour retrouver toute l'actualité de Contournement. Merci, chers auditeurs et chères auditrices, pour votre temps et d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Je vous fais des bisous. Et à bientôt, à la semaine prochaine pour le prochain épisode de podcast qui sera aussi spécial. Ouais. Allez, à la semaine prochaine. À bientôt tout le monde. Au revoir. Comme toujours, merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout, ça fait vraiment plaisir. J'espère que vous avez appris plein de choses sur Erwan, en tout cas c'est mon cas aussi, malgré qu'on passe beaucoup de temps ensemble et qu'on se connaisse depuis quelques années. Écoutez, si vous avez des questions, comme toujours, n'hésitez pas à poursuivre la discussion sur Slack, sur le channel podcast Contournement du Slack de No Code France. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode un petit peu particulier à nouveau. Et on arrive bientôt sur la conclusion de cette saison 5. Vous verrez avec un dernier épisode, l'épisode 59, qui sera lui aussi un petit peu particulier, qui sera également très lié à Contournement, comme cet épisode-ci, comme le prochain. Et après, on retrouvera le no-code pur et dur, et on parlera de techniques, plein d'invités déjà extraordinaires qui sont listés. Si vous avez des envies, n'hésitez pas à me suggérer des gens aussi, je suis toujours très content, des gens qui ont produit en no-code, des gens qui travaillent dans le no-code, des gens qui s'intéressent au no-code d'une manière ou d'une autre, mais qui sont intéressants. Voilà, vous avez vu un petit peu l'étendue de tout ce que l'on peut faire dans cette saison, et on va continuer à faire plein de choses différentes. Mais on va aussi retrouver évidemment des épisodes un petit peu plus classiques avec des conversations avec des acteurs de cet écosystème. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Salut!